Et je ne me contentais pas d'être quelqu'un de mis dans une case parce que voilà, j'ai des parents qui n'ont pas d'argent, parce que ma mère est ruinée, parce que ma mère avait des problèmes, etc. Que donc je dois grandir comme ça. Et on a envie de s'intéresser plus spécialement à toi. C'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Jonathan, c'est parti pour l'interview Backstory. Donc, tu es né à Paris, Ouais. dans le 16e en 1988. 6. 1986. Donc, tu es un vrai Parisien. Ouais, un vrai. Ouais, le vrai de vrai qui est né à Paris, ouais. Alors, ta maman a une agence de mannequins. Tu vis plutôt dans les beaux quartiers. Et à 13 ans, ta vie bascule. Est-ce que tu veux et tu peux nous raconter En effet, je grandis dans les beaux quartiers. Je fais ma primaire dans une école publique, mais après, au collège, je vais dans le privé. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu cette enfance dorée, mais bon, pas non plus incroyable. Mais on vit dans 85 mètres carrés à deux, avec juste ma maman, parce que j'ai pas de papa. Donc ça va. Et c'est vrai qu'à 13 ans, le monde bascule. Ma mère perd tout, elle se fait escroquer. Et elle perd tout. Quand je dis tout, c'est vraiment, il ne lui reste plus un centime. Ruiné. Et donc c'est particulier parce qu'à ce moment-là, en fait, beaucoup de choses lui tombent dessus, la dépression, etc. Des assistantes sociales se mêlent de tout ça parce qu'à l'école, les gens en sont au courant. Et puis, en fait, on n'a plus rien. Et moi, je me fais placer du coup en famille d'accueil. La DAS vient, enfin, maintenant, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. L'assistante sociale décide de me placer et donc de m'enlever à ma maman et me placer du coup en famille d'accueil. Et c'est vrai que là, le monde bascule, puisqu'on se retrouve je suis dans des écoles privées sympathiques et j'ai une vie plutôt agréable petit bourgeois petit bourgeois voilà, de Paris je me retrouve dans une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, dans une cité, parce que ma première famille d'accueil, c'était vraiment dans une cité, dans un bloc HLM. Et là, il faut apprendre à être quelqu'un d'autre, il faut grandir différemment. Mon monde change, je découvre déjà tout autre chose. Quelque chose qui n'est pas désagréable, d'ailleurs, ça a été des très belles années pour moi et j'ai appris beaucoup et ça a forgé mon caractère. Mais bon, c'est vrai que le monde change à ce moment-là, il faut s'adapter. Je découvre que les zones d'éducation prioritaire, c'est quand même particulier et qu'en fait, tout le monde ne naît pas vraiment avec les mêmes chances. Et ça, clairement, on s'en rend compte à ce moment-là parce qu'en fait, on bascule de l'autre côté. Et ça a forgé mon caractère et je pense être aujourd'hui quelqu'un justement qui veut rester proche de ça, quand même proche de la rue, c'est quelque chose, moi ça me fait pas peur. Est-ce que dans les collaborateurs que tu vas recruter, est-ce que tu essayes parfois de recruter certains issus de milieux plus modestes justement pour les aider L'égalité des chances, c'est quelque chose d'important pour toi ? Mais complètement, parce que alors, on est quand même dans un très beau pays où il y a une forme d'égalité des chances. Et souvent, j'entends, on critique beaucoup la France, mais il y a une vraie égalité des chances en France. Moi, j'ai été boursier tout le temps. L'aide sociale à l'enfance s'est hyper bien occupée de moi. J'ai vraiment eu un parcours qui était très, très aidé par l'État. Et donc, oui, quand je recrute et que j'entends que quelqu'un a une histoire compliquée ou une histoire familiale, et en plus, moi, je suis un curieux, donc je pose des questions toujours. Et récemment, là, j'étais à New York, et à mon bureau de New York, et je parlais avec un de mes employés. Et il m'a raconté un peu son histoire, qui est lui-même un fils d'immigrés, de parents qui étaient venus de Pologne en France, aux États-Unis, pardon. Et ça m'a touché. Et je suis toujours touché par ce genre d'histoire, et j'ai envie de donner plus d'attention à ces personnes, parce que, en plus, je crois foncièrement que ces personnes, quand on vient de milieux plus modestes, on a une flamme en nous, on a une c'est faim ces qui est épreuves différente. qui t'ont peut-être donné la rage et qui font que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Peut-être, sûrement, en tout cas, il y a une forme de résilience qui se crée, une forme aussi de... On regarde vers le haut. Moi, j'ai toujours regardé vers le haut et étant venu, ayant grandi un peu dans les beaux quartiers, je voyais ce qui existait et je ne me contentais pas d'être quelqu'un de mis dans une case parce que voilà, j'ai des parents qui n'ont pas d'argent, parce que ma mère est ruinée, parce que ma mère avait des problèmes, etc. Que donc je dois grandir comme ça. Alors à 18 ans, tu as ton bac, mais tu quittes ta famille d'accueil et tu continues à te dire que la seule solution pour te sortir sont les études. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette période ? En fait, je comprends un truc, c'est qu'il faut que je m'élève et intellectuellement, mais également d'un point de vue professionnel / scolaire. Et en fait, je me suis dit, il va falloir que je fasse des études. Et donc, j'ai
j'ai avancé. Tout en faisant plein de petits boulots. Tout en faisant plein de petits boulots. Tu as été livreur de pizza. Livreur de pizza, livreur de journaux, caissier de supermarché. Serveur. Et alors de tout ça, quel était pour toi le plus pénible? Alors, je pense que celui qui m'a le plus traumatisé, c'est vraiment serveur. Ouais, serveur. Serveur d'une grande chaîne où il y avait un flux complètement dément. Et quand tu étais serveur, est-ce que tu aurais pu imaginer que tu serais patron d'une boîte valorisée à $1 milliard de dollars? Non, jamais, jamais. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu la difficulté de ces petits jobs, c'est qu'on va avoir des responsables qui vont plutôt, au lieu d'essayer de nous tirer vers le haut et de nous dire ce qui est bien et de nous aider à nous améliorer, qui était plutôt à dire « Ah non, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien », et ne jamais aller dans le positif. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, on perd un petit peu la distance versus ce qu'on veut faire versus ce qu'on fait actuellement. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris déjà la rigueur dans le travail très jeune. Et puis très jeune, en plus, il fallait que moi je gagne des sous parce qu'il fallait bien que je paye mes études. Et puis un jour, je crois que tu as découvert un truc formidable qui est le crédit étudiant. Et on m'a dit que tu t'en servais pas que pour les études. Est-ce que tu peux nous expliquer? Si, c'était pour mes études. D'accord. Il faut faire un peu d'immobilier, non? Oui, mais c'est pour payer les études. Non, ouais. En fait, très tôt, je me dis il faut que j'achète des appartements parce qu'il faut que j'ai des loyers. Il faut que je puisse avoir de la pierre pour pouvoir assurer mon futur. Et moi, je suis un vrai amoureux de la belle pierre, je suis un amoureux de Paris, je suis amoureux de l'époque Haussmann, je suis amoureux des immeubles parisiens et même de l'architecture en général. Et je me suis dit, il faut que j'achète des chambres de bonne. Et que je suivais depuis mes 13-14 ans, hein, je marche les yeux vers le ciel et je regarde les immeubles. Et ça, je le fais encore aujourd'hui. Récemment, je me suis pris un poteau dans la tête. Histoire vraie. Et je me dis, bah écoute, va falloir trouver donc, cette chambre de bonne. Et miracle, on m'en propose une. J'ai 19 ans à ce moment-là. On me dit, viens la voir. Et dans le 10e arrondissement, 6e sans ascenseur, cage d'escalier catastrophique, enfin tout catastrophique, mais pas cher, 30 000 €. À cette époque, elle faisait 7,5 mètres carrés exactement. Mais elle avait les 9 mètres cubes, donc c'était autorisé de la louer. Et je me dis, bon, bah, on va l'acheter. Et donc, je me rends compte aussi au même moment qu'on peut faire des crédits étudiants. Et donc, on va faire un crédit étudiant. Je fais mon crédit étudiant, qui était de 30 000 €. Et tu as commencé comme ça. Et on achète la première. Et en fait, le crédit étudiant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un différé de 2 ans, 3 ans. On peut avoir un différé. Et donc, en fait, j'encaisse tout de suite les loyers, moi. J'encaissais tout de suite mes petits loyers. Tu avais 2 ans d'avance. De différé, tranquille. Et donc, déjà, je pouvais payer mes études, du coup. Voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, si ça a fonctionné, mais c'est cool, mais les banques, est-ce qu'elles communiquent entre elles? Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de fichier commun des banques. Alors, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais il y a 15 ans, je vous assure qu'il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai fait le tour des popotes. Et tu as investi et dans l'immobilier. J'ai acheté. Et puis, il y a quelques années, il y a 7-8 ans, j'ai décidé de tous les rembourser d'un coup. D'accord. Parce que, en fait, c'était aussi le moment pour moi d'arrêter d'avoir toutes ces dettes étudiantes et de tourner la page. Alors ensuite, tu finis tes études et tu pars en finance, mais c'est pas trop ton truc. Donc, est-ce que tu peux parler de cette expérience? Tu sais, en France, le gros problème, c'est qu'en fait, on nous met dans des cases très tôt. Et à l'école, ce qu'on nous dit, en fait, c'est si tu veux réussir, en gros, il faut faire soit du conseil, soit de la finance. Et naturellement, en école de commerce, on se dit, bon, bah, on va aller vers un de tout ça, même si je sens que je ne suis pas du tout le meilleur, loin de là même, plutôt un des plus mauvais, soyons honnêtes. Et je me dis, bah, on va aller vers ça. Mais en fait, je ne m'épanouis pas. Et je m'épanouissais dans l'immobilier, je m'épanouissais dans tous les business parallèles que j'avais. Mais j'avais cette espèce de mentalité qu'on m'avait inculquée dans la tête, qu'on m'avait dit, il faut travailler en finance, il faut travailler dans le conseil pour réussir. Voilà, c'était un peu fou. Hein, mais en fait, à force qu'on nous le rabâche, en fait, on y croit. Puis à un moment, en fait, j'ai tout claqué. Je me suis dit, je suis à Londres, là, je ne suis pas heureux à Londres. Ça m'ennuie, c'est pas ce que je veux faire. Et moi, j'ai toujours été très tout quitté pour lancer Aircall. Ouais. Et vous avez combien de clients aujourd'hui chez Aircall? 14 000 clients à date. Donc 14 000 clients. Est-ce que tu te rappelles de ton premier client? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'était un Américain. D'accord. Et c'est ce qui nous a aussi poussé, nous, à partir aux États-Unis. Et comment on fait pour signer son premier client? On avait construit la plateforme très basique. Hein. À ce moment-là, c'était vraiment c'était de la redirection d'appels plus. D'accord. Donc assez basique. Et on se publie sur Product Hunt qui existe encore. Ouais, et on a quelques gars qui demandent de faire une free trial. Et notamment un Américain qui dit moi je paye tout de suite. J'ai besoin d'avoir un numéro à New York
de recevoir mes appels professionnels quand je suis en déplacement. C'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Bon, c'était pratiquement gratuit à ce moment-là. Donc, un premier client à 5 € par mois. Mais c'était un premier client. Et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, Aircall n'a pas de barrière. Et là, vous avez senti que vous étiez sur un bon marché et qu'il fallait continuer. Donc, vous passez de 0 à 1 million de chiffre d'affaires la première année. Et ensuite, en 2016, il y a un petit problème de logiciel. Les clients sont pas très satisfaits. Toute la période, en fait. Et alors, comment ça s'est passé? C'est très difficile. Donc, toutes les 3-4 premières années, soyons honnêtes. C'était la galère. Et ouais, je salue tous les clients qui nous ont soutenus toutes ces années parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Vous avez encore des clients qui étaient là la première année? Oui, bien sûr. Et régulièrement, je leur parle à certains parce qu'ils ont cru en nous. Et ça, je ne pourrais jamais les remercier suffisamment parce qu'on est là aussi aujourd'hui grâce à ces clients qui ont cru en nous au début. Et donc, ouais, les problèmes de qualité, ça a été terrible. On avait vraiment un gros souci. Les appels étaient de mauvaise qualité, le logiciel buguait, les gens ne s'entendaient pas, il y avait de la latence dans les appels. C'était extrêmement désagréable. Et on a mis presque 4 ans à réussir à fixer tous ces problèmes. Mais tout ça dans un moment où on est en hyper-croissance. Donc après cet épisode de chiffre d'affaires s'envole, vous levez des millions et en 2021, vous devenez une licorne. Et après, vous êtes devenu un centaure. Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi, mais est-ce qu'on est content quand même quand on fait des levées comme ça, aussi gigantesques? Je vais te dire honnêtement, je pense que j'étais content les 2 premières levées de fonds d'Aircall parce qu'en fait, c'est un moment d'euphorie, on se dit waouh, c'est incroyable. Mais après, on sait qu'on lève pour une raison très particulière. Ce n'est pas un win de lever de l'argent, ce n'est pas une réussite. C'est une étape. C'est une étape. Et c'est une étape qui est semée d'embûches. Parce que lever de l'argent, ça veut aussi dire que les investisseurs vont attendre... De rendre des comptes. Des comptes, vont attendre plus de vous. Il y a une pression supplémentaire qui se met sur la boîte. Donc, lever des fonds, non, c'est pas un succès. Donc, les autres étapes de levée de fonds, c'était comme un entrepreneur qui négocie avec ses fournisseurs ou qui négocie avec ses investisseurs. C'est pas une réussite en soi. Et à côté de ça, tu continues l'immobilier, c'est ton hobby, ta passion. Donc c'est le week-end, certains vont faire du running ou du golf, toi, c'est l'immobilier. Même le soir et le week-end, et pourtant je finis tard le boulot. D'accord. Mais ouais, c'est ma passion. Au fil des années, avec un de mes meilleurs copains et associés maintenant, on a fondé une foncière qui s'appelle Aguesso Capital. D'accord. Tu sais qu'au Tech Show, on est très informé. Donc on sait que c'est avec Gaëtan Chaubrou que tu as monté. Donc tu vois, on a des agents secrets, on est au courant de tout ce que tu fais. Mon petit Gaëtan, c'est lui qui. Et donc vous achetez des immeubles, des hôtels, appartements, des hôtels. Vous avez toute une foncière immobilière. C'est ça. On a un hôtel 4 étoiles à Paris qui s'appelle Maison Barbès. On est en train d'en acquérir un nouveau dans le 14e. Et on continue comme ça. Doucement en parallèle, et c'est Gaëtan qui gère d'une main de maître l'immobilier. On a aussi acheté un lieu d'événementiel récemment, rue de la Boétie, qui sera magnifique, où les gens pourront faire des tournages, faire des fêtes, des anniversaires, des bar mitzvahs. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette interview.